Merci, Monsieur le Président. Alors, évidemment, je salue la ministre, les collègues aussi de la partie gouvernementale, ma collègue de la deuxième opposition. Je suis vraiment enthousiaste de pouvoir participer aujourd'hui à l'étude des crédits en matière de conditions féminines parce que oui, ça a été un sujet, un thème éminemment d'actualité dans les derniers mois et c'est tant mieux parce que je pense qu'il faut qu'on puisse en parler de la condition féminine. Moi, c'est une des raisons pour laquelle je me suis présentée d'abord en politique, c'est parce que je crois profondément à l'avancement de la cause des femmes. Je pense que oui, il y a énormément de travail qui a été fait par le passé, par les générations qui m'ont précédée également et qui me permettent aujourd'hui, à 26 ans, d'être ici, de siéger parmi les députés de l'Assemblée nationale. Et c'est assez exceptionnel parce que si on remonte pas très loin dans le temps, ça n'aurait jamais pu être le cas. Alors ça, je remercie toutes celles et ceux qui ont permis ces avancées. Mais moi, je suis toujours fière de me dire profondément féministe parce que je pense que même si on a fait beaucoup de chemin, visiblement, les événements des derniers mois nous montrent qu'il y en a toujours beaucoup à faire. Alors, je suis certaine qu'on pourra avoir de très bons échanges dans les 4 heures qui vont suivre. Alors, je vais reporter le reste de mon temps pour justement ces questions. Merci, Madame la députée. Maintenant, après, reconnaître une première intervention de Madame la députée de Marie-Victorin. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Alors, le premier sujet que j'aimerais amener aujourd'hui pour l'étude des crédits, c'est toute la question de la violence conjugale et du plan gouvernemental en la matière. Mais d'abord, j'aimerais vous référer au tableau donc des crédits, le tableau C41, donc à la page C68 là, du budget, pour avoir quelques éclaircissements plus particuliers. Donc, quand on parle de la question des investissements, autant donc pour la violence conjugale, mais on voit aussi par la suite là, pour tout ce qui est de la violence sexuelle. Alors, le premier volet des investissements en matière de violence conjugale, c'est un volet qu'on dit le volet général, dont les maisons d'hébergement. Et ce qu'on peut voir, là, c'est que ça représente des investissements sur 5 ans de 69,7 millions de dollars. Mais on se demandait quel est le montant précis, parce que là, on dit volet général, dont les maisons d'hébergement, mais quel est le montant précis pour les maisons d'hébergement? Alors, écoutez, j'ai tout ça. Oui, merci beaucoup. Excusez, Monsieur le Président. Dans le 69.7, ça se ventile ainsi, si je comprends bien. 40 millions du M3S, 6,4 millions secrétariat conditions féminines, 2 millions MSP, puis 21,3 MJQ. Ce que ça voudrait dire, et probablement qu'on va me trouver les chiffres rapidement, je les ai peut-être un peu de mémoire, mais moi, j'ai le chiffre des maisons d'hébergement, 75 millions par année. Mais c'est-à-dire qu'il y a du financement récurrent à hauteur de 75 millions. C'est ça. Donc, c'est exactement ça. Donc, je suis en plein sur le bon chiffre. C'est 75 millions récurrents par année qui sont donnés aux maisons d'hébergement pour leur fonctionnement, auxquels on a ajouté récemment, le 8 mars, ma collègue et moi, 6,4 millions pour des enjeux un peu plus pointus, les maisons d'hébergement, deuxième étape, plus les questions liées à l'immigration. Mais voilà. Merci. Donc, 75 millions récurrents par année, c'est le budget, l'enveloppe totale. C'est pas un investissement supplémentaire, c'est ça. Donc, 75 millions par année. Est-ce que c'est pour l'ensemble des maisons d'hébergement de première et de deuxième étape combinées? En fait, il y avait dans les maisons de deuxième étape, il y avait une situation un petit peu particulière et c'est celle-là que j'ai voulu absolument corriger suite à une rencontre avec, entre autres, Mme Fédida, qui est de l'Alliance Maison deuxième étape. C'est qu'il y avait vous savez, dans ces maisons d'hébergement deuxième étape qui ont été créées plus tard que les maisons, évidemment, d'hébergement, je dirais pas première étape, elle s'appelle pas comme ça, mais c'est la fédération ou le regroupement des maisons d'hébergement. Dans les deuxièmes étapes, il y en avait la moitié qui était financée, un peu sur une base historique. Pourquoi tel montant, on ne sait pas trop, etc. Puis l'autre moitié qui n'était pas financée du tout, alors qu'ils vivaient au gré des fonds qui leur arrivaient. Et ce que nous avons fait, c'est que ils ont très bien travaillé, l'Alliance des maisons deuxième étape, et ils ont chiffré leur demande à l'équivalent de 27 000 $ par unité de maison deuxième étape. Unité veut dire comme une chambre, un lit, si vous voulez. Alors, une maison qui avait un lit devrait recevoir, selon elle, l'Alliance, 27 000 $. Si tu as 10 lits, 270 000 $.
par année, et c'est exactement ce que nous avons calculé. Ça donnait 3,1 ou 3,2 millions. C'est exactement ce que nous avons donné. Donc, alors, le montant de 6,4 millions que nous avons annoncé, ma collègue et moi, le 8 mars, c'était ça, 3,2 millions pour les maisons d'hébergement en deuxième étape, qui correspond exactement au nombre de lits qui existent au Québec. Je pense qu'il y a 17 maisons, 16 maisons d'hébergement, et ça permettait donc évidemment à ces maisons de continuer à vivre de façon beaucoup plus pérenne et prévisible. Alors, pour le reste, il y a eu 3 millions qui ont été investis dans les maisons dites d'hébergement en violence conjugale, mais on pourrait appeler pour les fins de la discussion première étape. Et ce 3 millions, c'est surtout pour soutenir les besoins, parce que quand je suis allée voir la Fédération, l'Alliance des maisons pour femmes victimes de violences conjugales, il y avait beaucoup de demandes liées à la nouvelle réalité de gens issus de l'immigration et même pas capables de pouvoir se comprendre. Alors, les enfants arrivent. Des fois, l'enfant parle mieux français ou anglais que les parents. La mère, souvent, est restée très isolée, souvent par son mari d'ailleurs, et parle la langue de son pays. Et donc, ça coûte une fortune, disons-le comme ça. Donc, le 3 millions sert vraiment à aider pour les besoins de traduction. Et évidemment, ça aide au soutien en aidant la traduction. Donc, ça s'ajoute, ce 6,4 millions aux 75 millions déjà récurrents par année qui viennent du M3S. Merci. Madame la députée. Donc, je comprends bien, le 6,4 millions, c'est vraiment pour les maisons de deuxième étape. Et pour ce qui est des maisons d'hébergement de première étape, on a ajouté un 3 millions, surtout pour les services d'interprétation. Non, excusez-moi, c'est 3,2 millions pour deuxième étape et 3 millions pour première étape, plus 200 000 pour soutenir les organismes pour des conjoints ayant des comportements violents, qui est très souvent une demande. Pensez aussi à ceux qui, et je les ai rencontrés, puis on les a vus dans les consultations sur la violence conjugale, à ceux qui tentent d'éviter justement la récidive et tout ça, et qui s'occupent des conjoints. Alors, ça a été qualifié vraiment par les maisons d'hébergement deuxième étape un investissement historique pour les maisons de deuxième étape, et ça vient de l'Alliance elle-même. Je pense qu'ils n'en reviennent pas encore, mais en tout cas, ils ont vraiment eu l'argent qu'ils demandaient. Député? Oui, tout à fait. C'est un pas en avant, certainement. Par contre, la dynamique dans les maisons de deuxième étape à travers le Québec, à travers nos régions, notre territoire, c'est qu'il en manque aussi. Et il nécessiterait d'avoir des investissements pour qu'on puisse avoir davantage de maisons de deuxième étape, parce que dans certaines régions du Québec, il y a seulement des maisons de première étape. Alors, les transitions sont plus difficiles quand on est en région éloignée, puis qu'après, on n'a pas nécessairement d'autres options que de retourner dans son milieu. Bien, les maisons de deuxième étape deviennent vraiment essentielles. Donc, ça, c'est d'une part. D'autre part, le 3 millions pour les services d'interprètes, c'est sûr que c'était une demande de la part des maisons d'hébergement. J'ai eu l'occasion, évidemment, de discuter avec la Fédération. C'est sûr que ça, c'était une de leurs demandes. Mais le gros de l'affaire, c'est parce qu'elles ont des gens qui sont sur des listes d'attente, des femmes qui attendent de plus en plus. Il y a presque 10 000 femmes qui ont été refusées seulement l'an dernier dans les maisons d'hébergement du Québec. Donc ça, c'est des femmes qui doivent rester dans leur milieu. Donc, c'est très difficile d'abord de demander de l'aide. Et une fois qu'elles ont demandé de l'aide, elles n'ont même pas accès à la ressource qui permettrait de faire un pas en avant, de sortir la tête de l'eau. Alors, c'est extrêmement crève-cœur de voir que ces listes d'attente s'accumulent. Et c'est pour ça que la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes avait fait valoir que c'était essentiel qu'elles puissent avoir une hausse de leur financement à la mission et de façon récurrente. Alors oui, c'est sûr, c'est un pas. Les interprètes, c'était vraiment une nécessité, mais je pense que ça occulte tout le besoin qu'il y avait pour rehausser le financement, pour être en mesure de livrer des services à la population, aux femmes victimes de violences conjugales. Et évidemment, les fédérations, les maisons étaient déçues de voir que dans le budget, il n'y avait pas ce rehaussement qui était pourtant si nécessaire pour faire face non seulement aux demandes qui sont de plus en plus grandes, parce que tant mieux, il y a plus de sensibilisation, les femmes demandent de l'aide, puis il y a des parallèles à faire aussi évidemment avec tout le réseau des CALAX qui a aussi expérimenté une hausse des demandes ces dernières années. Et quand on pense aux fédérations, aux maisons d'hébergement pour femmes, vraiment c'est criant, on ne peut pas se permettre comme société que ces femmes-là soient sur des listes d'attente. Alors qu'est-ce que vous comptez faire comme gouvernement pour donner plus de ressources aux maisons?
Bien, justement, vous posez deux grandes questions et je ne sais pas combien vous voulez que je prenne de temps pour répondre, mais évidemment, je partage vos préoccupations et c'est exactement en ce sens que nous avons fait un premier pas avec la question, évidemment, des traducteurs, mais nous sommes aussi, et je tiens à les présider moi-même avec ma collègue, la ministre de la Justice, donc nous faisons notre tournée en ce moment. Nous avons déjà fait 4 rencontres, il en reste une pour les communautés autochtones, mais nous avons tenu 4 rencontres pour discuter de cette question de violence conjugale et tous ces réseaux sont là, la Fédération des maisons d'hébergement, l'Alliance deuxième étape, etc. Et les CALAX sont là, évidemment. Et effectivement, ils ont eu probablement plus, ça dépend si on met ensemble violence conjugale et violence à caractère sexuel en général, mais on conviendra, vous et moi, puis je suis d'accord avec vous, qu'il y a des besoins importants qui se sont manifestés, particulièrement dans la dernière année, mais aussi avant, et que il faut stabiliser, puis il faut aider ces maisons-là parce qu'elles rendent des services extrêmement important pour des femmes en difficulté. Je voudrais aussi mentionner les YMCA qui ont à Québec, il y a 66 chambres, si je ne me trompe pas, pour des situations, des femmes vraiment en situation multiple. Parce que des fois, c'est de la violence conjugale, mais d'autres fois, c'est de l'itinérance, d'autres fois, c'est de la maladie mentale, c'est toutes sortes de situations terribles. Alors, la tournée qu'on fait en ce moment sur la violence conjugale va justement nous permettre, et je dis toujours, c'est pas la blague, mais je ressens une certaine urgence parce que nous avons annoncé dans le budget 84 millions pour ce plan que nous voulons déposer. Et l'urgence, j'ai pas besoin de vous faire de dessin, c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'en vient bientôt, au mois d'octobre, et qu'on veut absolument déposer le plan d'action en violence conjugale. Et on a comme bloqué 84 millions et cette tournée nous permet de réfléchir aux besoins prioritaires et Dieu sait que les gens qui viennent nous voir, toutes les consultations qu'on mène nous donnent de très, très, très bonnes idées. Donc, d'ici le mois de juin et très rapidement, et le secrétariat à la condition féminine travaille très fort pour justement regarder comment on va, où sont les plus grandes priorités pour investir le 84 millions. Maintenant, la question des CALAX, c'est une autre grande question. Et quand j'ai fait le forum sur lequel on aura l'occasion de revenir le 14 décembre, c'est un forum où on a annoncé aussi 25 millions. Donc, on aura l'occasion de reparler de ça. Ma question, elle était plus précise, là, vraiment sur les investissements dans les maisons d'hébergement. Donc, le 48 millions de dollars qui était demandé à la mission récurrent, on comprend que ça a été limité à un 6,4, d'une part pour les maisons de deuxième étape, d'autre part pour les services d'interprètes. Mais juste pour être certaine, donc le 6,4 millions, donc l'investissement autant pour les interprètes que pour les maisons de deuxième étape, c'est pas quelque chose qui est récurrent au budget parce qu'on le voit seulement dans la colonne du 2017-2018. Par la suite, 2018-2019, il n'y a rien. Donc, alors, est-ce écoutez, que ça se passe juste une fois? Je vais revenir à... Ce n'est pas que le 6,4. 6,4, c'était le début. 6,4, c'était 3,2, 3,2. Et là, nous faisons la tournée de violence conjugale. Nous avons un montant de 84 millions de réservés et il y aura les maisons d'hébergement dans ce montant-là. C'est très, très clair. Et première étape et deuxième étape, on met l'ensemble, on réfléchit. C'est pour ça qu'on réfléchit avec les maisons d'hébergement et tous les réseaux pour être sûr. Et puis dans ça, il y a aussi, n'oubliez pas, le M3S qui travaille en ce moment avec les CIUS, les CIS et les CIUS pour regarder vraiment quels sont, dresser le portrait complet et très documenté du manque de place en maison d'hébergement. Alors, n'oubliez pas que le 75 millions, il vient du M3S, il vient pas du secrétariat à condition féminine. C'est le PSOC qu'on appelle qui aide à la mission des maisons d'hébergement. Alors, vous comprendrez que le M3S travaille étroitement avec les CIS et les CIUS et nous, on mène les consultations aux violences conjugales avec la ministre de la Justice parce qu'il y a des volets juridiques, il y a des volets sociaux, il y a différents volets il y a des volets de prévention, des volets d'éducation, mais nous avons mis quand même un 84 millions de côté pour ça.
Madame la députée. Justement, donc vous faites la tournée pour le plan de violence conjugale, puis on voit souvent là, dans les crédits que vous faites référence au fonds de suppléance pour les prochaines années. Ça veut dire, dans le fond, on va voir les montants quand vous allez déposer votre plan pour les prochaines années. Il n'y a rien qui sera annoncé avant. Vous allez réserver ça pour ce moment-là. Puis d'où est-ce que ça vient exactement précisément la question du fonds de suppléance? Mais quelle que soit la source de l'argent, écoutez, que ce soit fonds de suppléance ou l'argent versé au M3S ou l'argent versé directement au secrétariat de la condition féminine, quand on annonce, comme on a fait, le 25 millions le 14 décembre pour prévenir et combattre les violences à caractère sexuel, ça incluait entre autres les CALAX, on a tout de suite dit que ça allait être sur 3 ans. Et donc, sur 3 ans, ça nous donne 3 ans aussi et c'est clair qu'ils vont faire la démonstration. Là, on verra dans 3 ans, mais habituellement, des montants qui sont annoncés comme ça, c'est des montants qui, si la demande se maintient et la demande est très présente, des montants qui deviennent pérennes pour continuer à répondre à la demande. Même chose pour le 84 millions. C'est un plan qui est fait sur 5 ans. Ça veut dire qu'il peut y avoir, dans 5 ans, c'est toujours comme ça qu'un gouvernement fonctionne. On recrée, on revoit les plans, on redit quels sont les besoins actuels. Alors, c'est un peu comme ça, mais on est dans chaque montant investi, on le fait sur plusieurs années. Mais habituellement, on voit quand même là, la ventilation par année. On est quand même là pour voter les crédits budgétaires, puis de voir que on se réfère constamment au fonds de suppléance. Alors, on n'a pas vraiment d'idée sur ce qui va être investi l'année prochaine. C'est un peu dommage, pour le dire ainsi. J'ai une question particulièrement sur les services aussi d'interprétation dans les maisons d'hébergement. J'ai eu la chance de rencontrer des femmes qui travaillent dans une maison d'hébergement dans le nord du Québec. Et eux, ils n'ont pas nécessairement une clientèle qui est issue de l'immigration, mais ils œuvrent beaucoup auprès des femmes autochtones. Puis là, je vois évidemment, il y a le volet autochtone aussi dans toute la question de la violence conjugale. Mais ce que ces femmes qui travaillent sur le terrain tous les jours me disaient, c'est qu'il y avait plusieurs femmes qui venaient cogner à leur porte et qui ne parlaient pas nécessairement français ni anglais et qu'eux n'ont pas accès aux parties des sommes qui sont accordées pour les services d'interprètes pour les femmes immigrantes, mais ils en auraient besoin pour ce qui est des femmes autochtones parce que certaines, par exemple, parlent seulement le cri. Est-ce que c'est quelque chose que vous prévoyez? Est-ce que c'est inclus dans le volet autochtone? Parce que sur le terrain, eux, ils ne semblaient pas avoir eu d'informations à ce niveau-là. Mais je vous réponds, sur le 84 millions, il y en a 14 qui est prévu pour le volet autochtone uniquement. Donc, dans le volet autochtone, on fait des rencontres en ce moment. On organise, parce que vous savez, il faut les organiser, ces rencontres-là, puis il faut être très respectueux de leur culture et de leur façon de vouloir travailler avec nous. Et dans le 14 millions, il est clair que probablement, parce que je me souviens quand j'étais responsable de la langue française, il y avait cet enjeu-là de langue autochtone. Alors, c'est évident qu'on tiendra compte de ces besoins-là. Merci. Il peut y avoir des services d'interprétation pour les centres qui doivent composer avec une clientèle issue des communautés autochtones? Pardon, j'ai pas compris. Il peut y avoir des sommes qui vont être prévues pour les services d'interprétation pour les communautés autochtones. Bien, écoutez, dans le 14 millions, attendons d'avoir la rencontre. Les pré-rencontres se font en ce moment. Il y aura une rencontre bientôt. Et dans le 14 millions, je m'attends vraiment à ce qu'il y ait des préoccupations du côté de la traduction et qu'il y ait donc des sommes réservées. Mais si les consultations servent à quelque chose, c'est bien à ça, de leur demander quels sont leurs besoins. Et je m'attends probablement à ce qu'ils fassent les mêmes doléances qu'ils vous ont traduites, parce que effectivement, on pense autochtone, il y a plusieurs langues autochtones aussi. Merci, Madame la ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, je vais un peu reprendre où je l'ai laissé, puis en même temps revenir un peu sur les propos de ma collègue de Repentigny, parce que je pense que c'était fort pertinent de soulever à quel point, parfois, pour les enjeux de conditions féminines, justement parce que c'est un chapeau très large qui touche plusieurs ministères, on a de la difficulté peut-être à avoir la concertation nécessaire pour mener à bien certains plans d'action, par exemple. Puis, tantôt, je parlais du plan d'action pour la violence conjugale qui va être renouvelé prochainement. On en est évidemment très heureux. Mais lorsque le plan d'action avait été mis en œuvre, étant donné que ça touche aussi plusieurs ministères, il y avait eu un comité interministériel qui avait été mis en place à ce moment-là. Et bon, évidemment, là, le comité interministériel doit s'assurer de la bonne cohérence du travail entre chacun des ministères et de la bonne marche des actions
à prendre dans chacun des domaines afin d'obtenir là, les résultats escomptés. Mais ce qu'on sait, c'est que le comité n'a pas tenu de réunion, s'est pas réuni depuis au moins 2014. Puis il n'a pas plus été réuni là, lors de la préparation du bilan du plan d'action donc qui s'en vient. Alors je me demande, est-ce que ce comité-là va être utilisé pour déployer le prochain plan d'action? Est-ce que le comité va être réuni à nouveau? Est-ce que tous les ministères vont être concertés ensemble? Parce que tantôt, vous faisiez référence à la participation de votre collègue de la justice aux consultations pour la tournée que vous êtes en train de faire. Mais est-ce qu'il y a d'autres collègues qui vont s'asseoir autour de la table pour vraiment bâtir ensemble ce plan-là? Puis est-ce que le comité va être mis à contribution? Parce que c'est sûr que c'est un peu inquiétant quand on pense que, bon, on veut mettre en place ces actions, mais on veut surtout qu'elles puissent se concrétiser, un peu à l'instar du dossier de la prostitution juvénile dont faisait état ma collègue de Repentigny. Alors, c'est sûr qu'on est préoccupé par la situation. Alors, est-ce que c'est votre intention de remettre en œuvre le comité interministériel? Bien, merci beaucoup pour votre question. Puis ça revient beaucoup dans les consultations sur la violence conjugale, parce qu'il y a deux comités, pour être clair. Il y a les comités entre les fonctionnaires, les SMA. Il y en a une rencontre ce vendredi des différents sous-ministres associés ou adjoints des différents ministères. Et il y a eu beaucoup pour faire le plan d'action gouvernemental en matière de violence conjugale. Puis bon, il y a quand même eu beaucoup de rencontres, mais c'est entre sous-ministres ou entre professionnels. Puis souvent, cette concertation-là, elle est faite entre les ministères, mais ce qu'on entend le plus dans les consultations, et je ne sais pas si vous faisiez aussi allusion à ça ou vous vous réservez une autre question là-dessus, auquel cas je ne répondrai pas tout de suite, mais c'est ce dont les milieux se plaignent le plus, c'est de ne pas avoir eu de rencontre entre le milieu et les acteurs gouvernementaux. Les deux sont importants. Il faut que les fonctionnaires, et ils le font, là, je pense qu'ils prennent ça assez au sérieux, et vous avez raison, pas de concertation, pas de travail aussi cohérent qu'on le voudrait, donc il faut de la concertation. Maintenant, il faut aussi, je pense, et je me suis engagée, mais on verra la suite des choses, à pouvoir vraiment réactiver des rencontres qui, même s'il y a beaucoup de rencontres comme celles qu'on fait à travers les consultations, c'est une forme de rencontre, mais je pense que les milieux ont besoin de sentir qu'on les écoute et qu'ils sont entendus. Alors, c'est sûr qu'en conditions féminines, c'est un travail beaucoup de concertation. Alors, avec ses grandeurs et misères, je dirais. Tout à fait. Il faut de la concertation, puis il faut de l'action, tout le monde ensemble aussi, pour qu'on puisse arriver au résultat. Donc, c'est pour ça que je parlais spécifiquement là, du comité interministériel qui a été mis en place en 1987. C'est ça, on a répertorié qu'il n'y avait aucune rencontre depuis 2014. Alors, on espère que ça pourra se mettre en œuvre pour le prochain plan, parce que je pense vraiment que si on veut avoir des résultats, on n'a pas le choix de travailler tout le monde ensemble et tous les acteurs et tous les ministères concernés. Et pour ce qui est de la consultation en tant que telle, je voulais vous soumettre que, moi aussi, je suis pas mal en tournée à travers le Québec, et j'ai rencontré le regroupement des femmes de la Côte-Nord. Et elles me faisaient part de leur déception quant à l'impossibilité pour elles de se déplacer à la tournée de consultation dans le cadre du plan de la violence conjugale, parce que la rencontre à laquelle elles ont été conviées, premièrement, elles ont eu l'invitation seulement quelques jours avant la tenue de la consultation, ce qui est un peu étonnant parce qu'on savait quand même depuis la fin de l'année dernière là, que vous alliez en consultation, donc c'est un peu dommage que l'invitation vienne autant à la dernière minute, mais surtout pour des groupes communautaires, justement, qui sont en régions plus éloignées. Ça demande énormément de ressources de décider comme ça à la dernière minute de partir, par exemple, à une rencontre à Rivière-du-Loup. Pour eux, ça représentait, par exemple, des coûts en logement au moins 3 nuits. C'était vraiment loin de chez eux, alors que la Côte-Nord, c'est une des régions où il y a les plus hauts taux de violence conjugale. Donc, elles auraient souhaité, par exemple, que la tournée, que vous puissiez vous déplacer pour entendre les réalités des regroupements, des organismes là-bas qui viennent en aide aux femmes victimes de violences conjugales.
Donc, je le soumets à votre attention. Si jamais vous avez une possibilité d'ajouter d'autres consultations, je sais que c'est possible d'envoyer des mémoires, mais eux, elles souhaitaient vraiment pouvoir exprimer de vive voix, parce que je pense aussi que c'est important, évidemment, de rencontrer les organismes des grands centres, mais les régions éloignées vivent aussi des réalités totalement différentes. Alors ça, je pense qu'il faut le prendre en considération. Et ce qui m'amène à un peu, dans la continuité de mes questions sur les maisons d'hébergement, j'aimerais qu'on puisse discuter plus spécifiquement de la question aussi des refuges pour les femmes itinérantes. Donc, une autre réalité totalement, mais on a vu beaucoup d'articles dans les médias ces derniers temps, dans les dernières semaines, notamment un article dans le journal Le Devoir qui est paru le 12 avril dernier, où on apprenait que les deux plus grandes organisations communautaires de Montréal, donc le pavillon Patricia McKenzie et le Chaînon, dont on parlait tantôt le collègue de Masquinongé, dénonçaient que les maisons, donc que les refuges pour hommes avaient un financement gouvernemental nettement plus élevé que les refuges pour femmes. Et les données sont assez aberrantes. Par exemple, les maisons pour les itinérants de sexe masculin reçoivent 27 $ de subvention par lit et les maisons pour femmes, c'est seulement 9 $. Alors, on se retrouve avec une situation dans laquelle il y a 9 % des budgets de fonctionnement des maisons pour les itinérantes qui proviennent de l'État, comparativement à 50 % pour les maisons pour hommes. Alors, je me demandais si c'était une situation dont vous aviez discuté avec votre collègue aux services sociaux, parce que ça m'apparaît foncièrement inéquitable et la réalité des femmes itinérantes, elle est aussi importante que celle des hommes itinérants et il faudrait qu'on puisse s'y attarder parce que souvent, quand on réfléchit, quand on parle de la réalité de l'itinérance, on a tendance à la voir beaucoup au masculin, mais l'itinérance au féminin, elle existe aussi et malheureusement, on voit que les ressources déployées ne sont vraiment pas suffisantes pour accompagner ces femmes. Madame la ministre. Oui, écoutez, vous avez raison de dire qu'on doit travailler. J'en ai déjà parlé avec ma collègue, la ministre responsable des services sociaux. Je lui en ai parlé. J'ai parlé du Chaînon tout à l'heure. Vous pensez bien que la directrice n'est pas passée sans me dire toutes ces questions-là, son inquiétude, etc. Puis elle dit, on est un peu victime de notre succès. On a un tel succès d'estime et puis on a un certain succès, effectivement, avec les magasins où il y a de la vente. Bon, il y a des revenus de quand même significatifs. Il y a la maison Mackenzie aussi. Ce sont 2 maisons pour femmes itinérantes qui sont tellement plus. On est dans le dénombrement à Montréal là, des femmes. Vous avez vu la semaine dernière, pas des femmes, mais de l'itinérance en général. Et là, on le dit, toutes les recherches le montrent, que l'itinérance au féminin est beaucoup plus dans l'ombre que l'itinérance au masculin. Encore une fois, ça prend des formes différentes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de besoin. Ça me préoccupe. La réponse, c'est ça me préoccupe. Je ne savais pas. Je ne peux pas tout savoir avant d'arriver à la condition féminine, mais là, je commence à en apprendre pas mal plus. Et moi aussi, mes rencontres avec les femmes, très souvent, qui s'occupent de maisons d'itinérance ou des itinérantes au féminin, je le vois bien. La maison, le Chaînon ouvre à 14 heures ses lignes pour avoir une chambre la nuit d'urgence. À 14h20, les places sont pleines. Madame la ministre, pour permettre la question. Mais je comprends donc que vous avez eu des discussions avec votre collègue, mais concrètement, est-ce qu'il y a des actions qui vont être posées pour venir mettre un terme à cette iniquité qui défavorise totalement la situation des femmes itinérantes et qui empêche d'avoir les ressources nécessaires pour les accompagner à sortir la tête de l'eau puis à sortir de cette situation? Alors, c'est pas qu'elles ont pas du tout de ressources, c'est qu'il faudrait réfléchir à la question du financement des ressources pour femmes itinérantes par rapport à celles pour hommes itinérants. C'est un sujet qui est relativement, je dirais, nouveau dans l'actualité. Alors, moi, je veux qu'on se penche là-dessus. Elles font partie, ces 2 maisons-là, du réinvestissement de 6,4 millions. Elles ont eu 77 000 $ chacune. Il y a eu un certain nombre là, de recherches. Il y a beaucoup de choses qui se font en itinérance, mais dans la question de la mission fondamentale, moi, j'y suis très sensible, ma collègue aussi. Alors, je vous donnerai pas de réponse oui ou non maintenant. C'est des fois un petit peu plus long que ça. On voudrait tout de suite avoir des réponses puis dire oui à tout le monde, mais il faut regarder la situation et je pense que la sensibilité est autant de mon côté que de celui de ma collègue. Madame la députée. Merci.
Oui, donc on va attendre les actions concrètes pour la suite parce que je pense qu'on peut pas laisser cette situation-là être tolérée, le fait que les maisons, donc pour les femmes itinérantes, soient largement moins financées que celles des hommes itinérants. Je pense que la réalité, elle doit être considérée avec égalité entre les femmes et les hommes itinérants. Donc maintenant, considérant, pour revenir aux investissements qui ont été faits, qui ont été annoncés du moins pour prévenir donc les violences à caractère sexuel et accompagner les victimes. On sait qu'il y a un 25 millions qui a été annoncé. On le voit bien dans les investissements là, pour 2017-2018. Mais ce qu'on comprend, c'est qu'on parle du 25 millions, c'est un montant qui est non récurrent. C'est un montant sur 3 ans. Mais par la suite, donc, c'est pas récurrent après 3 ans. C'est divisé en 3 ans, puis après, mais comme ça j'ai se dit termine. tout à l'heure, après 3 ans, probablement que les besoins vont être tellement... c'est-à-dire qu'il y aura eu des besoins qui se seront avérés. Donc, dans 3 ans, quel que soit le gouvernement au pouvoir, les résultats seront là. Et on espère qu'il y aura récurrence après 3 ans. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a donné ce montant-là sur 3 ans. Non, tout à fait. La problématique, c'est que oui, ça va aider les organismes sur le coup, mais les organismes eux-mêmes disent que, par exemple, avec les mouvements de dénonciation, moi aussi, etc., on a eu l'occasion déjà de s'en parler, notamment cet automne, c'est que les demandes d'aide sont en augmentation dès le moment où il y a ce genre de mouvement de dénonciation, mais souvent, en fait, les demandes vont continuer d'augmenter dans le temps, puis on va voir la différence même à long terme. Donc, ça va sensibiliser l'ensemble de la société, puis ça fait en sorte que les victimes vont être plus nombreuses, par exemple, à demander de l'aide auprès des organismes, puis eux sont capables de le voir vraiment dans le temps. Ils voient que ça continue, puis que ça continue d'augmenter. Alors, eux, ils ont besoin de ressources supplémentaires, et c'est très difficile, déjà que les organismes ont de la difficulté à arriver, que leurs ressources sont vraiment pas assez financées considérant la mesure de leur mission. Bien, alors là, ça demande beaucoup de difficultés au niveau de la prise de visibilité parce que sont pas capables nécessairement d'engager des ressources aussi avec un petit montant pour 3 ans. Ils peuvent pas se projeter dans le temps, ils peuvent pas garantir non plus que cette ressource-là, que ce montant-là va être réparti dans le temps. Alors pour eux, c'est très difficile sur le terrain de pouvoir assurer de l'aide aux organismes. Donc, moi, je trouve ça dommage qu'on puisse pas assurer d'une récurrence puis qu'on n'ajoute pas davantage de ressources à la mission des organismes qui était vraiment leur demande fondamentale. C'est sûr que ça peut aider, ça peut donner un petit coup de main pour le moment, mais on est constamment dans essayer de mettre une espèce de pansement sur la blessure. On agit toujours dans l'urgence, mais si les organismes avaient davantage de moyens justement pour œuvrer sur le terrain, pour prévoir à long terme, bien, au final, je pense que ce serait tout le monde qui en bénéficierait, puis ça coûterait probablement moins cher au gouvernement au bout de la ligne que toujours devoir saupoudrer de l'argent alors qu'il n'y a pas nécessairement une vision à long terme qui est intégrée dans ce financement-là. Alors, pour ce qui est du 25 millions, de façon très précise, est-ce qu'on parle d'un 25 millions? Il y en a combien sur ce montant-là qui est alloué directement au centre d'aide aux victimes dont font partie, par exemple, les CALAX? Madame la députée, le temps est écoulé. Donc, je vais du côté de la partie Alors, gouvernementale. je peux vous dire... Okay. Je peux vous dire beaucoup de choses. D'abord, quand on travaille en urgence, c'est déjà beau de dire présent quand il y a une urgence. Alors, je me souviendrai toujours du matin au MeToo où je suis arrivée au président du Conseil du Trésor. J'ai dit, j'ai besoin tout de suite, là, pas dans 3 jours, tout de suite, je veux $1 million. Et je l'ai eu, le million. Peut-être j'ai été convaincante. Ça s'appelle un fonds d'urgence, ça, parce que là, les demandes étaient là. C'était pas dans 3 ans, les demandes vont être là. Les demandes étaient là. Et on a travaillé très, très vite. J'ai toute la ventilation de ça. Les gens me croyaient pas qu'il y aurait autre chose après. Ils disaient, voyons donc, $1 million, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Je répétais, puis je l'ai annoncé avec ma collègue, justement, des services sociaux. C'est un fonds d'urgence. Ça va vous permettre de passer les prochaines semaines. C'est exactement ce qui est arrivé. Puis qu'est-ce qu'on a fait après en urgence? On a organisé un forum. Puis comme disait ma collègue tout à l'heure, le forum, il a été le 14 décembre. C'est dur d'aller plus vite. Vous verrez peut-être un jour là comment, dans un gouvernement, réussir à mettre 7 ministères. Pour ça, il y a eu des rencontres préparatoires. Les sous-ministres ont travaillé ensemble, les sous-ministres adjoints, les fonctionnaires, pour tout organiser un truc comme ça.
Je lève mon chapeau d'ailleurs à tous ces ministères, ces fonctionnaires qui ont travaillé de façon exceptionnelle. Puis après ça, d'aller chercher 25 millions, je suis allée à 25 fois plus que le 1 million quand même. Sur 3 ans, bien, savez-vous quoi? Les organismes étaient pas mal contents d'avoir une prévisibilité sur 3 ans parce que la différence entre 2 mois puis 3 ans, c'est quand même important. Et ce 25 millions-là, il y en a pas moins de 17 millions qui sont consacrés à la violence conjugale, l'appui, les violences à caractère sexuel, les CALACS, etc. Puis là-dedans, puis là, je veux en profiter, il y a un 2 millions pour un programme, ça c'est grâce à mes visites, entre autres, à Trèves-pour-elle, qui m'ont expliqué comme il faut le programme Empreinte, qui est un programme sur le consentement, très bien fait, avec des chercheurs de l'UQAM, et ils pensaient jamais que ça arriverait. Ils faisaient ça à la pièce, avec des bouts de chandelle, puis tout à coup, 2 millions pour faire ça à grandeur du Québec. Je pense qu'ils n'en sont pas encore revenus. Alors, je peux dire que, oui, on voudrait toujours agir pour pérenniser pour les 50 prochaines années. D'abord, les besoins peuvent changer. On espère un jour qu'il y aura moins de violences à caractère sexuel, mais bon. Et puis 3 ans, mais ça donne 3 ans pour réfléchir à la suite. Ils étaient pas mal contents des 3 ans. Merci, Madame la ministre. Je cède la parole à Monsieur le député Duray. Merci, Monsieur le Président. Pour revenir sur le financement qui est octroyé pour déployer le programme Empreinte, donc le 2 millions auquel vous faisiez référence précédemment, j'aurais quelques petites questions sur l'application particulière là, du programme. D'abord, est-ce qu'il y a une subvention qui va être donnée à tous les organismes qui mettent en œuvre le programme Empreinte? Est-ce que c'est ça qui est prévu? C'est les 26 CALACS parce que c'est eux qui donnent ces formations-là. C'est eux qui ont travaillé ça avec les chercheurs de l'UQAM. Alors, c'est 26 CALACS qui offriront ce programme-là. Et puis, la députée de Richemont a raison aussi. Est-ce que ça va pouvoir répondre à toutes les écoles secondaires du Québec? Probablement pas. Alors, c'est un complément à bien d'autres choses qui sont faites, mais au moins, ça donne un signal très fort réparti sur tout le Québec. Et ça, c'est complètement nouveau, là, qui est cet argent-là. Merci. Donc, j'ai un cas particulier à vous soumettre, puis j'ose le dire, puisque vous avez répondu tantôt, pour ce qui était de la consultation avec la Côte-Nord, mais j'ai reçu une lettre de la part, donc, du CAPAX d'Abitibi-Ouest, donc le Centre d'aide et de prévention des agressions à caractère sexuel, qui faisait partie du réseau des CALACS, qui a participé à la construction du programme Empreinte de façon extrêmement proactive. Et dans ce cadre-là, ils ont eu l'heureuse nouvelle d'une subvention de près de 70 000 $ pour contribuer à mettre en œuvre le programme dans leur milieu. Par contre, le CAPAX d'Abitibi-Ouest a décidé de changer un peu sa mission dans les derniers mois et d'inclure aussi donc toutes les violences sexuelles faites non seulement aux femmes, mais aussi aux hommes. Ce qui fait en sorte qu'ils ne peuvent plus être affiliés directement au réseau des CALACS en tant que tel, étant donné qu'ils ont changé cette partie de leur mission. Et alors, ils se sont fait dire qu'ils devraient rembourser la subvention qui leur a été accordée, alors même qu'ils ont participé à la mise en œuvre du programme Empreinte et qu'ils sont très proactifs là-dedans. Donc, ils m'ont écrit afin que je puisse vous soumettre directement leur intention, en fait, leur volonté de pouvoir conserver la subvention pour mettre en œuvre le programme Empreinte dans leur région, parce que c'est vraiment le seul. S'ils n'ont pas la possibilité de le faire, il n'y a pas non plus de CALACS qui va compenser, étant donné qu'ils faisaient partie du réseau avant, mais que là, ils ne peuvent plus faire partie du réseau maintenant. Donc, est-ce que vous pouvez considérer de maintenir quand même la subvention pour ce groupe? Bien, écoutez, ça serait bien si vous pouviez me partager cette lettre-là pour qu'on regarde attentivement, parce que il y a des groupes et des sous-groupes et des sous-sous-groupes dans tous les organismes communautaires. Ça peut être, il y a un regroupement des fédérations. Il y a un regroupement, par exemple, des maisons d'hébergement du Québec. Il y a une fédération des maisons d'hébergement. Chacun a sa définition, chacun a sa vision d'intervention, etc. Alors, pour les CALACS, ça peut être la même chose. Il y en a qui sont des CALACS, il y en a qui en sont pas, il y en a qui en sont un peu différemment, mais qui s'appellent donc plus CALACS. Alors, on va regarder ça attentivement et puis on vous reviendra certainement rapidement. C'est encore la Côte-Nord, c'est ça? Non, c'est l'Abitibi. Là, c'est l'Abitibi. Ah, oui. Vous vous êtes promené beaucoup. Bon, oui, écoutez. Ben oui. OK, on va regarder mais ça j'ai reçu la lettre, là, c'est pas une rencontre directe. Donc, le 25... Maintenant, en tout cas. Oui, non, mais je peux vous... Parfait. Je vais vous en faire une copie, en fait, puis je vais vous la faire parvenir. Madame la députée, est-ce que vous en faites un dépôt officiel à la commission? Ben, en fait, j'ai pas mal écrit dessus, donc je préfère lui refaire parvenir
OK, vous allez nous faire parvenir le document. Oui, tout à fait. Je vais le faire parvenir directement. Je vous fais confiance, on va faire un beau suivi. Parfait, je vous en remercie. Maintenant, pour revenir au fameux 25 millions donc, qui a été accordé pour contrer les violences à caractère sexuel. Tantôt, donc, je vous ai demandé combien était octroyé, par exemple, au réseau là, des CALAX notamment, puis pour les organismes qui aident les victimes d'agressions sexuelles. Vous m'avez donné là, le montant de 17 millions de dollars. Combien, est-ce que vous êtes en mesure de me dire combien a eu chaque organisme, quelle a été la ventilation, combien a reçu chacun des CALAX? Vous voulez vraiment avoir le prix un par un? Ça va être long, mais je peux vous le donner. Bien, je pense que oui, vous pouvez le déposer, là, évidemment. Et oui, parce que CALAX de l'ouest de l'île, 251 571. Je peux vous donner un par un, là, le point d'appui dans la région 8, en Abitibi, 106 620 $. C'est ce genre de choses-là que vous aimeriez avoir, peut-être? En fait, oui, j'aimerais si vous pouviez effectivement le déposer, mais ce que je voulais dire en particulier, c'était pour l'argent supplémentaire qui a été octroyé. Parce que les informations qu'on a reçues du terrain, c'est que, bon, oui, l'argent vient d'arriver d'ailleurs. Les groupes nous l'ont souligné, mais ce qu'ils ont remarqué, c'est que tous les CALAX avaient le même montant d'argent. Ça les préoccupait parce que ce n'est pas tous les CALAX qui ont les mêmes réalités. Par exemple, il y a certains CALAX, évidemment, qui ont une population beaucoup plus large à couvrir. Par exemple, chez nous, dans la région, effectivement, là, de la rive sud de Montréal, c'est sûr que c'est plus... la population est plus dense, alors ils ont moins de moyens par personne et il y a des demandes qui sont importantes. Si on va en région plus éloignée aussi, les besoins sont différents. Il y a moins de population, mais plus de déplacements. Il y a certains villages parfois isolés qui vont besoin d'être rejoints, par exemple, par des moyens de transport très coûteux. Donc, pour eux, ils questionnaient la façon dont l'argent avait été réparti sans nécessairement porter attention particulière là, aux réalités des différentes régions et des différents CALAX. Alors, je pense que je vais vous faire une réponse très, très claire et limpide. Divisons en deux l'argent nouveau qu'on est allé chercher. Il y a l'argent pour le fonctionnement des CALAX, qui, lui, va par région, par taille, par besoin dans les différents services, par taille du CALAX. Et ça, c'est tous des montants assez différents. Et ce qui est le montant unique de 69 230 $ et 77 sous, ça, c'est le 1,8 million donné pour le programme Empreinte. Comprenez-vous? Le programme Empreinte, dans les 26 CALAX, vous avez raison, c'est 69 230 et 77 sous pour tous les 26 CALAX parce qu'ils couvrent énormément d'écoles, et etc. Puis ça, c'est le secrétariat à la condition féminine qui a envoyé ces chèques-là. Le M3S a envoyé l'argent pour le réinvestissement à travers le 25 millions. Ils ont envoyé 9 millions quelques dollars aux différents CALAX. Et là, ça va de le plus petit, vous avez raison, de 106 000 $, je pense que c'est le plus... Non, 96 000 aux îles de la Madeleine, jusqu'à 487 000 pour viol secours, par exemple. Alors, ça dépend de la taille, des besoins, etc. Ça, c'est le M3S qui fait cette ventilation. Et la ventilation du secrétariat à condition féminine pour le programme Empreinte, lui, il est de 69 000 par CALAX. Comprenez-vous, c'est deux choses différentes. Madame la députée. Tout à fait. Puis, qu'est-ce qui arrive dans les régions, par exemple, où il n'y aurait pas de CALAX ou d'organismes visant à... Parce que, par exemple, ce qui se passe, je vous reparle du nord du Québec, eux, ils n'ont pas de CALAX, ils n'ont pas d'organisme spécifiquement pour les victimes, pour soutenir les victimes d'agressions sexuelles. Par contre, ils ont une maison d'hébergement pour femmes. Et la maison d'hébergement pour femmes se retrouve à devoir jouer aussi le rôle d'un CALAX et toutes sortes d'autres rôles parce qu'il manque de ressources, il manque d'organismes. Donc, ce groupe-là considérait qu'il aurait peut-être dû aussi recevoir une partie des fonds alloués étant donné qu'il joue le rôle d'un CALAX. Est-ce que c'est quelque chose qui est considéré de votre part de pouvoir compenser justement là où les ressources sont nécessaires? Parce que quand on regarde le réseau des CALAX, c'est pas nécessairement réparti équitablement là, selon le nombre de populations dans les régions. Il y a des régions qui en ont plus, donc il y a plus de ressources. Il y a des régions qui en ont moins. Comment est-ce que vous comptez justement compenser cette différenciation entre les régions?
Bien, écoutez, j'ai une réponse à vous donner, je pense, qui peut être intéressante au nom des gens auxquels vous pensez, vous faites référence quand vous intervenez, là. C'est qu'il va y avoir un appel de projet bientôt du secrétariat à la condition féminine. Dans cet appel de projet, il pourrait tout à fait faire une demande en matière de prévention, de sensibilisation. On se comprend, l'empreinte, on va dans des écoles secondaires. Ce sont les CALAX qui ont développé ce modèle-là. Donc, c'est au CALAX qu'on a donné ça parce qu'ils ont une sorte de droit, de droit d'auteur avec les chercheurs de l'UQAM, ce qui n'empêche pas, et vous avez raison, d'autres régions de vouloir faire à travers d'autres organismes la prévention de sensibilisation, et on peut le faire et on sera très ouvert à des appels de projet au secrétariat à la condition féminine. Il y en a un qui s'en vient bientôt, un appel de projet. Les gens connaissent bien ça. Ils savent, on a distribué beaucoup d'argent à travers les années par ces appels de projet et ça peut toucher la prévention et la sensibilisation. Je pense qu'on est exactement dans le cœur de l'objectif d'un programme comme Empreinte. Non, tout à fait. C'est le cas pour le programme Empreinte, mais je parlais notamment aussi des sommes spécifiquement données au réseau des CALAX, mais aussi aux autres organismes qui soutiennent les victimes d'agressions sexuelles. Puis en fait, ce qui nous a été dit, c'est que donc peut-être que les besoins n'ont pas été réellement pris en considération selon les régions. C'est vraiment des constats qu'ils font sur le terrain. Ils se posent énormément de questions à savoir pourquoi un CALAX a eu tant d'augmentation versus un autre CALAX, alors qu'il peut avoir des réalités différentes. Aussi, les autres organismes qui œuvrent pour soutenir les victimes se demandent pourquoi ils n'ont pas eu le droit, notamment à une part de ce financement supplémentaire. Puis c'est certain que, bon, l'appel de projet, oui, il peut venir, puis tant mieux s'il y a d'autres argent qui est mis sur la table. Mais le problème, encore une fois, c'est que les organismes doivent soumettre, justement, on le dit, appel de projet, les organismes doivent soumettre des projets pour lesquels, encore une fois, ils sont jamais assurés d'avoir une récurrence dans le temps. Ils doivent toujours faire preuve d'originalité pour resoumettre des projets différents. Il y a également énormément de rééditions de comptes qui sont associées aux appels de projets. Ça prend énormément d'administration, de paperasse, et les organismes sont débordés. Ils doivent gérer des listes d'attente des victimes qui ont besoin d'aide. Alors, pourquoi pas prendre cet argent de l'appel de projet pour le donner en financement récurrent à la mission, par exemple? Vous touchez un gros sujet, là, la question des financements par projet. Alors, c'est pas une petite question, et ça touche pas seulement les femmes, ça touche beaucoup d'organismes communautaires qui fonctionnent par appel de projet, qui aimeraient tous avoir de la récurrence à la mission, puis de plus jamais avoir à demander des appels de projet. Par contre, depuis très longtemps, des décennies, on fonctionne beaucoup par appel de projet. Est-ce qu'on ne fonctionne que par ça? La réponse, c'est non. On fonctionne aussi avec la mission. Et donc, le M3S avec le PSOC fonctionne à la mission parce qu'ils ont des montants récurrents, mais ça n'empêche pas qu'il faut aussi poursuivre l'évolution de la société, aller par appel de projet, parce qu'il y a des enjeux. On ne peut pas mettre tout de suite à la mission pour les 100 prochaines années des objets d'intervention ou de recherche qui auront plus court peut-être ou qui auront moins de pertinence. Là, il y a beaucoup de pertinence à réfléchir aux questions d'accompagnement de victimes. On est très conscient de ça. C'est pour ça qu'on donne, entre autres, de la prévisibilité au CALAX pour les 3 prochaines années. L'argent qu'on a investi et que le M3S a ventilé, d'ailleurs, en fonction de critères très précis, que sont les critères, par exemple, minimum 90 000 $ pour tout le monde. Ça, c'était un critère de base. Puis après ça, ça allait selon la population régionale et la répartition intra-régionale. Donc, il y avait une autre pondération. Alors, ça donnait un total sur 3 ans, un total annuel. Et c'est pour ça que vous avez cette ventilation de différents montants dont je vous ai parlé par rapport au CALAX sur 3 ans. Ça, c'est un exemple qui n'est pas un appel de projet, qui n'est pas jusqu'à la fin des temps, mais qui est pour 3 ans, donc dans un investissement qui est quand même intéressant.
Puis la plupart de l'argent du 200 millions qui a été mis à la stratégie gouvernementale pour prévenir lutter contre les violences sexuelles, dans 200 millions, il y a une large part de ce financement-là qui vise le soutien à la mission d'organismes communautaires. Ils ont eu, par exemple, 60 millions sur 5 ans pour le financement des CALAX. Il y a eu 19 millions sur 5 ans pour les CAVAC. Il y a eu 4 millions sur 5 ans pour une ligne sans frais d'écoute. Ça, c'est important. Les lignes aussi, 10 millions sur 5 ans pour le financement d'organismes en prévention auprès des jeunes, dont les organismes Espace, 15 millions sur 5 ans pour des organismes ouvrant auprès des agresseurs. Donc, c'est sûr que des fois, c'est sur 5 ans, sur 3 ans, mais ceux qui l'ont... Et d'autres fois, c'est des appels de projet, puis les gens sont contents parce que ça leur donne un levier pour aller plus loin. J'ai vécu toute ma vie par appel de projet dans le milieu de la recherche. Ça fonctionne comme ça en recherche. Tu n'as pas une subvention pour dire tu t'assois puis tu cherches pendant 30 ans, mais tu n'as plus jamais à te mobiliser pour dire mais là, je veux te pousser plus loin telle recherche. J'ai publié telle chose. Je veux aller chercher telle chose. Puis pourtant, effectivement, ça serait une drôle d'idée de donner un financement à vie pour un projet de recherche qui peut-être serait plus pertinent dans 10 ans. En 30 secondes. Merci. Je comprends la réalité de la recherche à laquelle fait allusion la ministre, mais je ne pense pas qu'on peut comparer ces situations-là. C'est sûr que les organismes sont contents d'avoir accès à de l'argent parce que c'est le seul argent qui est disponible, c'est le seul argent auquel ils ont accès. Mais je pense qu'il va falloir revoir tout ça, tout ce qui est le financement des organismes communautaires, parce que je crois qu'on doit avoir confiance envers les organismes, en leur autonomie, leur permettre d'avoir un financement récurrent à la mission, plutôt que de leur mettre toujours plus de poids sur les épaules en faisant un financement comme ça, des appels de projets avec énormément de reddition de comptes. Merci. Je laisse la parole maintenant à Mme la députée de Fabre. Je laisse la parole à Mme la députée de Marie-Victorie. Oui, merci, Monsieur le Président. Pour faire suite à ce que je parlais tout à l'heure sur la difficulté des organismes communautaires, il y a vraiment différentes réalités qui sont vécues à travers tout le territoire québécois. Mais si je prends par exemple un organisme qui est vraiment tout juste à côté de chez moi, à Longueuil, l'organisme de la Traversée, que vous connaissez aussi d'ailleurs, vous savez, ça c'est le seul organisme en Montérégie qui soutient à long terme les victimes d'agressions sexuelles en leur permettant un accompagnement psychologique aussi pour porter plainte officiellement, que ce soit aux criminels, mais également pour les soutenir là, à long terme au niveau du suivi psychosocial. Puis, les dernières données qui ont été répertoriées dans le cas de cet organisme-là, bien, on voit qu'il y a 10 mois d'attente pour les enfants et les adolescents avant d'avoir accès à un soutien psychologique au sein de l'organisme, et c'est plus de 18 mois dans le cas des adultes. Alors, c'est certain que suite au réinvestissement, ils ont pu accélérer très légèrement le traitement des dossiers. Ils ont pu avoir une psychologue supplémentaire, mais quand on voit les délais, ça revient aussi à ce que je disais un petit peu plus tôt, c'est que c'est complètement inacceptable de voir qu'il y a des enfants qui attendent aussi longtemps avant d'avoir accès à des services. Des enfants donc, qui ont vécu des agressions sexuelles, qui ne peuvent pas avoir ce soutien. Alors, il va falloir qu'on puisse avoir beaucoup plus de soutien envers nos organismes qui œuvrent au quotidien auprès des victimes si on veut vraiment faire une différence à long terme, notamment dans ce type d'organisme-là. Donc oui, ceux qui viennent en aide tout de suite aux victimes, mais qui les soutiennent aussi à plus long terme, je pense que c'est important qu'on puisse tous le considérer. Et ça m'amène à la question justement des agressions sexuelles envers les enfants, les adolescents, des agressions sexuelles qui sont aussi commises par d'autres enfants et d'autres adolescents au sein même de nos écoles. Puis ça a été un sujet d'actualité dans les derniers jours, dans les dernières semaines. On a eu l'occasion tous ensemble ici autour de cette table de travailler sur un projet de loi à l'automne dernier, le projet de loi 151, qui visait donc à contrer et à prévenir les violences à caractère sexuel sur les campus, dans nos cégeps, dans nos universités. Et je me souviens très bien aussi qu'au courant de nos discussions, nous avions soulevé le point de ce qui se passait également, non seulement dans les écoles primaires et secondaires, mais par exemple dans les centres de formation professionnelle qui n'étaient pas visés par la loi que nous avons votée, qui est en effet une loi avant-gardiste, vous l'avez bien dit. Je pense qu'on doit souligner le travail qui a été fait. Et à ce moment-là, vous nous aviez rassurés, à savoir que vous sensibiliseriez votre collègue à l'éducation pour qu'on puisse considérer de faire un tel projet de loi au niveau
primaires, secondaires, professionnels, afin que les écoles puissent se doter d'un protocole uniforme à travers le Québec. Je sais que ma collègue députée de Schlager-Maisonneuve a questionné votre collègue également hier lors de la période des questions, mais j'aimerais savoir de votre côté quelles ont été les démarches faites auprès de votre collègue, puisqu'on sait que même les agressions sexuelles qui sont commises au sein des écoles primaires, secondaires, ça touche une très grande majorité de jeunes filles. Vous avez sans doute été touchés comme moi par les adolescentes qui se sont présentées au comité de la commission scolaire de Montréal il y a quelques semaines maintenant et qui ont dénoncé ce qui se passait là, à travers dans leurs écoles. Et je pense qu'on doit vraiment avoir la réflexion à ce niveau-là. Alors, est-ce que c'est quelque chose que vous avez discuté avec votre collègue et où en êtes-vous exactement là, dans le processus de mise en œuvre? Madame la ministre. Écoutez, oui, je veux vous répondre sur la traversée d'abord. La traversée a un financement récurrent de 435 000 644 par le ministère de la Santé et des Services sociaux, a reçu 27 000 du premier million d'urgence dont je parlais tout à l'heure et a reçu 245 000 du 25 millions dont je parlais tout à l'heure. Donc, c'est une année assez faste pour la traversée. Maintenant, ce à quoi vous faites référence, et c'est une question qui date de la loi 21 et qui date de l'adoption du régime d'assurance maladie du Québec, c'est toute la question des soins psychologiques couverts ou non par la RAMQ. Parce que ce que la traversée fait essentiellement, ce sont des psychologues qui font de la thérapie. Et on sait bien, je l'ai pratiqué moi-même le métier assez longtemps, que de la thérapie, c'est pas nécessairement en 5 rencontres qu'on peut régler des enjeux aussi importants que ce à quoi vous faites référence. Alors, on remonte aux années 70 et la psychologie, la psychothérapie n'a pas été incluse. Maintenant, mon collègue, le ministre de la Santé, a fait une annonce importante de plusieurs, je pense, de 35 millions de dollars pour couvrir les services de psychothérapie référés par un médecin. Il y a de cela peut-être 3 mois, 4 mois, le temps passe tellement vite, mais c'est pas il y a si longtemps que ça. Des listes d'attente en psychologie, malheureusement, j'en ai eu toute ma vie. Moi aussi, il y en a toujours. On voudrait répondre à tout le monde. Il n'y a pas assez peut-être de psychologues aussi, et puis il n'y a pas assez probablement de gens qui ont les moyens de se payer un psychologue en privé. Ce que la traversée fait, ce sont des services gratuits de psychothérapie. Alors ça, c'est comme un équivalent de psychologue dans un milieu hospitalier, bien que à la traversée, ils peuvent faire, et on est content de ça, des interventions plus longues, des interventions vraiment un peu comme le Centre Marie-Vincent peut faire aussi. Alors, qui ne puissent pas répondre à la demande, je trouve ça très, très triste, mais ça réfère à quelque chose de beaucoup plus profond comme questionnement que vous avez, ce qui est l'aide psychologique apportée à tous les enfants. Si vous allez à Sainte-Justine, il y a beaucoup d'enfants aussi qui attendent pour voir un psychologue sur la liste d'attente. Alors, c'est une question plus vaste de laquelle on pourrait discuter très longtemps et qui est très pertinente. Maintenant, je vous dis qu'on a donné quand même pas mal d'argent cette année à travers les réinvestissements et que on va espérer que ça les aide et qu'ils puissent voir plus d'enfants, mais ils vont avoir besoin de plus de psychologues parce qu'il y a 24 heures dans une journée, même pour un psychologue. Maintenant, la question de la loi sur l'instruction publique, puis des questions de... Écoutez, ce n'est pas moi, le ministre de l'Éducation. Est-ce que je l'ai sensibilisé? Bien oui que je l'ai sensibilisé. Est-ce qu'il y est sensibilisé sans que j'aie à intervenir? La réponse, c'est oui aussi. Et les écoles ont l'obligation de prévenir toutes les formes de violence, y compris les agressions sexuelles, de réagir efficacement à toutes les situations de violence. Ça, c'est les obligations inscrites dans la loi sur l'instruction publique. Et le ministère soutient le réseau dans l'application de ces lois, notamment par des personnes ressources spécialisées dans chaque région, comme des agents de soutien régionaux sur le climat scolaire sécuritaire, positif, bienveillant. Alors, est-ce qu'il y a des situations d'agression ou de violence à caractère sexuel? On a tous lu la presse en fin de semaine, on a tous lu ce reportage sur des événements qui se sont passés et qu'on n'aime pas lire, qu'on se dit ça n'a pas de bon sens, il faut faire quelque chose, etc. Et le bon côté, c'est qu'on a des gens qui s'y intéressent, on en parle, on en discute en société. Et il ne faut pas que ces choses-là se passent de nouveau. Donc, il faut faire de la prévention et il faut faire de l'intervention. Alors, je pense que les écoles sont
très, très sensibilisés à ces questions-là. La société l'est de plus en plus. Les parents le sont de plus en plus. Les intervenants aussi. Il y a beaucoup de réinvestissement en éducation, beaucoup d'enseignants professionnels supplémentaires qui doivent arriver. Alors, c'est sûr que autant au niveau des collèges, des universités, on préfère que ces événements-là n'arrivent jamais et que s'ils arrivent, on soit au moins équipés pour accompagner et faire tout en notre possible pour pouvoir aider les victimes. Alors, quand on parle d'enfants, on ne parle pas de la même chose. On ne parle pas nécessairement d'agression sexuelle d'un enfant de 7 ans sur un enfant de 6 ans. La notion d'agression n'existe pas à cet âge-là. Ce sont si on tire sur les chevaux de tout ce qui peut amener à ça, ça peut être complexe dans toutes sortes de dysfonctionnalités chez l'enfant ou dans sa famille, ou etc. Alors, ce sont, oui, des domaines où on doit intervenir. Je pense que les écoles sont très sensibilisées. Certainement, le ministre est très sensibilisé aussi. Tout à fait. Les écoles sont effectivement sensibilisées, mais je pense qu'autant que les écoles ont la responsabilité, bien sûr, d'intervenir et de gérer ces situations-là, c'est un peu la même chose. C'est un peu la même chose dans le cas des cégeps et des universités, mais ça n'a quand même pas empêché le gouvernement d'adopter des mesures qui permettent d'uniformiser aussi à un certain degré les politiques et surtout de pouvoir donner des lignes directrices. Parce que ce qu'on constate, c'est que les écoles demandent à ce qu'ils puissent avoir des protocoles, qu'ils puissent avoir une ligne justement directrice à la grandeur du Québec, malgré évidemment qu'on souhaite qu'ils préservent leur autonomie, mais des protocoles, ça existe aussi, par exemple, dans la lutte à l'intimidation, donc ça pourrait totalement être mis en œuvre là, dans le cas des agressions ou des violences à caractère sexuel. Donc ça, c'est pour le protocole. Alors, tant mieux si votre collègue est sensibilisé. Alors, on va s'attendre évidemment à des actions concrètes. Maintenant, en ce qui concerne la stratégie pour l'égalité, je vais prendre les dernières minutes qui me restent pour soulever cet enjeu-là. Parce qu'il y a plusieurs tables de concertation de femmes à travers le Québec qui se posent des sérieuses questions sur la stratégie d'égalité, notamment suite aux leviers qui sont disparus avec l'abolition des CRE. Plusieurs groupes nous ont soulevé leurs inquiétudes par rapport à la perte des antennes régionales du Conseil du statut de la femme, notamment en ce qui a trait à l'indice d'égalité. Il y a plusieurs groupes qui se demandent comment est-ce qu'on va faire pour avoir des chiffres au niveau régional si on n'a plus d'antennes du Conseil du statut de la femme. Madame la ministre. Si on n'a plus de chiffres du Conseil du statut de la femme, est-ce que c'est ça? En fait, les groupes en région soulèvent que puisqu'il n'y a plus d'antennes régionales, qu'ils sont préoccupés par l'indice d'égalité parce qu'on n'aura plus accès aux données très spécifiques là, qui concernent chacune des régions. Du moins, c'est leur inquiétude. Je pense à quelque chose, mais je vais être sûre que je suis dans la bonne direction pour vous répondre. Parce que là, il y a les projets qui favorisent... 3 millions ont été consacrés en 17-18 pour financer des projets favorisant l'égalité entre les femmes et les hommes et répondant tout particulièrement aux spécificités territoriales de l'ensemble des régions du Québec. 3 millions en 17-18, c'est quand même pas mal. Encore une fois, c'est du financement dans le cadre des différents programmes du secrétariat conditions féminines. Moi, j'ai rencontré la table de concertation, le regroupement des tables de concertation. Ils étaient là devant moi. On a parlé de l'entente, du réinvestissement. Il y a eu 50% d'augmentation dans leur financement et justement, il y a eu des ententes qui ont été signées pour, entre autres, aller chercher plus de données sur leur région, mais c'était les tables de concertation des groupes de femmes, des femmes effectivement extrêmement dynamiques et tout ça, et qui sont financées avec du financement récurrent. Alors, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais il y a une entente avec les tables justement pour... ouais, j'étais exactement dans le ton là. C'est dans le réinvestissement qu'on a fait. Elles ont chacune un montant de 10 000 $ de plus, je pense, à hauteur de 30 000 par table, pour pouvoir, entre autres, recueillir des données sur ces questions d'égalité. Puis en ce qui concerne spécifiquement l'indice d'égalité, c'était compris dans la stratégie. Les groupes se demandent quand est-ce qu'il va pouvoir être mis en œuvre, quand est-ce qu'il sera effectif.
Oui, l'indice d'égalité, là, on tombe dans complètement, pas complètement autre chose, mais c'est un indice qui, on est en train de le créer. Puis d'ailleurs, dans la rencontre alternée des premiers ministres avec la France, le premier ministre a bien dit qu'on allait s'engager avec la France à regarder et à comparer à un niveau plus large que juste au Québec cette question d'égalité entre les femmes et les hommes. Puis on a signé une entente avec l'ISQ, c'est l'Institut de la statistique du Québec, pour cette question de créer l'indice d'égalité. Je trouve ça intéressant de regarder cette question d'indice d'égalité parce qu'il y a beaucoup de gens qui y pensent dans beaucoup de domaines. Puis je pense qu'il n'est pas trop tard. Il faut absolument aller chercher des variables, parce qu'un indice, ça dépend ce qu'on met dedans. Donc, les variables clés d'un indice d'égalité, ben là, on pourrait s'ostiner longtemps sur ce que sont les bonnes variables et ce que sont pas les bonnes variables, mais j'y crois beaucoup. Il faut absolument développer quelque chose de rigoureux et quelque chose de comparable avec des sociétés comparables aux nôtres. C'est dans cet esprit-là qu'on a proposé à la France de travailler avec eux, ce qu'ils ont accepté. En terminant, Madame la ministre. Et ça nous permet donc d'ouvrir un nouveau chantier, je dirais, qui s'appelle l'indice d'égalité entre les hommes et les femmes. Et c'est très intéressant, cet indice-là.